On est là. On va lui donner la parole. Alors, pensez à activer votre micro systématiquement. Moi, je désactiverai les micros, mais après, évidemment, je ne les activerai pas. À chacun de les activer. Dan, voilà. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Avant que la table soit ouverte, juste un petit élément de pas technique, mais juste pour que vous savez, il y a un chat, vous l'avez peut-être sur votre écran. Si vous le voyez sur l'écran, au cours des différents topos, n'hésitez pas à écrire dessus, à poser des questions, à faire des commentaires pour faire vivre le webinaire. Et que ce ne soit pas seulement les topos, enfin, la partie orale qui soit intéressante, mais qu'il y ait également des commentaires, des questions, des avis qui apparaissent sur le chat. Hein. On a encore 3 minutes. Est-ce qu'on a, Victor, on a des personnes qui sont déjà connectées? Comment tu as fait comment? Oui, nous avons 24 personnes qui sont connectées. Je pense que vous les voyez sur la gauche de votre écran. Ah oui, exact, tu as raison. Une information importante aussi à donner à tout le monde. Donc, ce webinaire est enregistré, donc de deux façons différentes, hein, bien entendu. Le plan A et le plan B, en espérant que sur les deux enregistrements, il y en aura au moins un qui marche. Le plan B, je l'ai testé, il fonctionne. Super. À 2. Jusqu'à 50. Ouais. Là, ça serait c'est le micro. Que je vous fasse un signe au bout d'un certain temps. Ah oui, ça peut être. Ouais, tu vois, du nez, 2 minutes. Ouais. Donc chacun 8. chacun 7,5 quoi. 7,5. Ok. Ouais, parce qu'on avait un tir quand même. 16 minutes. Il va falloir speeder. Alors, je vais peut-être préparer notre petit programme. Victor, on ne voit pas ma tête. Enfin, en tout cas, moi, je ne la vois pas sur mon écran. Est-ce que vous me voyez? Oui, oui. Ah, Ouais, bon, ça va. D'accord, parfait, alors c'est bon. D'accord. Tu as un magnifique tableau derrière très coloré. Absolument, absolument, absolument. Un cadeau de mon épouse. Ah, bah, voilà. C'est magnifique. Beaucoup de goût. Très bien. Je peux peut-être avant vous donner les derniers chiffres. Il y a eu 120 inscrits à 18h quand j'ai envoyé le dernier appel pour les derniers inscrits d'aujourd'hui. Super, c'est formidable. C'est un beau résultat. Ah ben voilà François. Bonsoir à tous. Bonsoir François. Wow, ça y est, 120 inscrits, hein. Sur le congrès, bien sûr. Mais j'ai 3 lignes à dire. Il est 18h30, peut-être on peut commencer si vous êtes d'accord. Comme il y a un certain nombre d'exposés d'une part et que le temps va peut-être manquer à chacun pour ne pas vous obliger à être trop rapide et trop en résumé de ce que vous souhaiteriez dire, on va essayer de démarrer sans trop de retard, d'autant que sur le plan technique, ça a l'air de fonctionner tout à fait correctement. Et c'est l'occasion déjà de remercier une personne essentielle de notre groupe, qui est Victor, que vous voyez à l'écran, là ici, Victor Gazia, qui est technicien du centre de simulation à Strasbourg, qui est à côté de lui, il y a le professeur Pierre Vidaillet, qui est également un de nos membres éminents, voilà, il lève la main. Et d'abord, un très grand merci à Victor
d'avoir aidé sur le plan technique à l'organisation de ce premier webinaire de la SOFRA-SIMS. Alors, justement, c'est l'occasion de dire 2-3 petits mots d'introduction avant de laisser la parole aux exposés techniques, aux exposés plus scientifiques. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne savent pas quelle est ma position actuellement, j'ai le plaisir et l'honneur d'être le président de la SOFRA-SIMS, de la Société francophone de stimulation en santé. Et j'exerce ce poste depuis environ maintenant 2 ans ou 2 ans et demi. Et donc, c'est l'occasion pour moi de voir le dynamisme de notre société et d'être très fier de pouvoir organiser ce webinaire. Alors, peut-être que ceux qui ne parlent pas, s'ils peuvent bien couper leur micro pour qu'il n'y ait pas d'écho derrière, parce que c'est un exercice un peu difficile pendant les webinaires. Il faut vraiment faire attention à couper son micro quand on n'est pas en train de parler pour éviter les échos et au niveau du son. Donc, ce que je vous disais très rapidement, c'est que c'est d'abord une grande fierté pour moi d'être président de cette société qui est jeune, hein, puisqu'elle a été créée par Jean-Claude Grandry il y a quelques années seulement, et de voir que finalement, autour de nous, maintenant, il y a un nombre assez conséquent de personnes qui s'intéressent à ce sujet qui est la simulation en santé, avec finalement aussi, voilà, vous les voyez à l'écran, des gens jeunes. Et donc, c'est aussi bien que des gens un peu plus âgés, mais en tout cas, ça montre le dynamisme et que la génération peut-être des précurseurs, comme pouvait l'être par exemple Jean-Claude Grandry, eh bien, est maintenant rattrapée ou suivie par une génération de gens plus jeunes qui vont faire l'avenir de à la fois de la société de la SOFRA-SIMS, mais également l'avenir de la simulation de façon générale. Un tout petit mot également pour ceux qui ont entendu les chiffres donnés par Victor tout à l'heure. Il y a actuellement 120 inscrits à ce webinaire, ce qui est, je trouve, un très beau chiffre pour une première session. Et lorsque nous avons regardé hier soir avec Pierre, Victor et les membres du bureau, finalement, quelles étaient les personnes qui étaient inscrites, alors à ce moment-là, il n'y en avait encore que 90 environ, mais quand on regardait un peu la distribution des inscriptions, eh bien, on voyait qu'il y avait effectivement le terme simulation en santé était vraiment bien représenté, puisqu'on a des chirurgiens, des médecins, des médecins de différentes disciplines, mais on a également des cadres infirmiers, des infirmières, des IADE, des personnes un peu de tous les métiers, des pharmaciens pour ne pas les oublier, et j'oublie peut-être encore d'autres métiers, mais globalement, ce séminaire, ce webinaire regroupe dès aujourd'hui finalement pas mal de métiers, et c'est tout à fait intéressant. Et puis j'ai vu dans la liste des personnes qui nous écoutent ce soir qu'il y a également des représentants de l'industrie de la simulation, et on les remercie d'être présents ce soir avec nous, bien que ça soit un webinaire totalement gratuit, hein, évidemment organisé par la SOFRA-SIMS. Le fait d'avoir un soutien, un partenariat, une présence des industriels est tout à fait intéressante et laisse augurer dans l'avenir de relations qui pourront encore se développer dans ce sens-là. Avant de me taire et de laisser la parole à Louis Sibert, qui introduira notamment le congrès de l'année prochaine que vous avez en plein écran là actuellement, un dernier petit point qui est purement, on va dire, un peu technique concernant la SOFRA-SIMS. Pour que la SOFRA-SIMS vive, pour qu'elle puisse se développer, on a besoin au moins 2 choses. Premièrement, on a besoin que vous vous inscriviez. On a besoin que les gens qui sont intéressés par le sujet deviennent membres de cette société savante, car le nombre de membres est un élément important en termes de visibilité d'une société, et donc c'est important que les gens s'inscrivent, participent. Les tarifs sont franchement modiques, d'une part, et pourront donner lieu à des avantages que nous construirons progressivement au cours des années. Ce premier webinaire en est un premier exemple, mais également des tarifs, par exemple, avantageux concernant les inscriptions au congrès lui-même, notamment celui de l'année prochaine, sont des éléments intéressants. La mise à disposition de documents sur le site de la SOFRA-SIMS, tous ces éléments-là, plus d'autres qui se construiront progressivement, sont des éléments qui devraient pousser tous nos collègues, médecins et non médecins, à s'inscrire à la SOFRA-SIMS. Et puis le deuxième élément peut-être également qui va dans ce sens, c'est que pour que la SOFRA-SIMS vive,
Elle a également besoin de participation, j'allais dire, intellectuelle et scientifique. Il y a déjà un certain nombre de groupes de travail, de comités qui existent et qui se sont mobilisés par le passé et encore actuellement sur différentes thématiques. Mais il est évident que nous serions heureux de pouvoir ouvrir des nouveaux sujets, de nouvelles thématiques, de créer de nouveaux groupes de travail, voire d'augmenter ou de renouveler au fur et à mesure du temps les groupes de travail existants. Et donc, je fais appel ici, par l'intermédiaire de ce webinaire, à toutes les personnes intéressées par la simulation en santé actuellement en francophonie pour venir participer aux activités de la Sofracims. Merci à vous tous d'être présents ce soir. Je laisse la parole à Louis Sibert qui va dire quelques petits mots maintenant. Merci Louis et bonsoir à tous. Merci Dan, bonjour à tous. Alors juste quelques mots pour introduire cette session qui, il nous semblait logique, porte sur un rétexte Covid pour voir un petit peu quelles ont été les implications de tous les acteurs de la simulation dans la gestion de la crise, que ce soit dans la préparation à l'échelle d'un établissement et bien sûr dans la formation des personnels de santé qui sont toujours au front. Je profite également de ce moment pour, au nom du comité d'organisation, le Training Center et le CESU 76 du congrès 2021, pour remercier le CA de la Sofracims qui nous a renouvelé sa confiance. Ça sera un congrès tout à fait particulier du fait de l'année sans congrès de 2020. Nous aurons l'honneur d'inviter officiellement 2 sociétés savantes qui partagent avec la Sofracims beaucoup de liens pédagogiques et fonctionnels et qui sont impliqués dans la simulation. C'est l'Association française de chirurgie et la Société internationale francophone d'éducation médicale. Et bien entendu, il y aura un large espace dans le programme scientifique réservé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles. Et c'est vrai clairement avec Lubrizol et la Covid, il y a de la matière. Et le programme de cette session du congrès découlera forcément des discussions et des idées fortes qui seront exposées lors de ce webinaire. Donc on attend beaucoup de discussions qui vont venir. Donc réservez vos dates. On sera ravis de vous accueillir à Rouen si c'est possible. En tout cas, le site d'inscription est déjà ouvert. Puis un dernier mot aussi pour remercier, comme l'a dit Dan, l'équipe de Strasbourg qui a drivé la technique de Manmettre. Aussi un petit mot à Rémi Collomb de Nice qui nous a piloté de façon ferme mais toujours bienveillante et avisée pour l'organisation des programmes scientifiques. Donc moi, je vais céder la parole tout de suite à nos amis de Strasbourg qui, en guise d'introduction au programme scientifique, vont présenter les résultats d'une enquête menée auprès des centres de simulation concernant simuler avant, pendant et après la crise Covid. Je suppose que c'est Pierre qui présente. Pour commencer, donc, je m'associe tout d'abord au remerciement à Victor, un ingénieur dans notre centre, qui nous a vraiment accompagnés sur la technique, et à Rémi Collomb qui a été effectivement très aidant pour structurer et organiser le webinaire. Nous allons donc vous présenter l'étude sur les centres francophones de simulation en santé pendant la crise Covid-19. Une étude que nous avons menée à l'issue de la crise Covid en ligne. C'est une enquête donc, où nous avons d'abord défini la problématique, la méthodologie. On vous présentera ici les résultats, les éléments de discussion, et puis Pierre, tu nous apporteras une brève conclusion sur ces données. On peut voir sur cette diapositive ici la dynamique temporelle et spatiale de l'épidémie de Covid entre le 18 mars et le 11 mai, donc pendant toute la période de confinement. Voilà, on la remet en diffusion. On voit que cette épidémie avance de manière progressive, constante, et elle touche évidemment le territoire de manière différente, à des instants différents. Alors, Pierre, la problématique que nous en avons tirée. Oui, c'est ça. On s'est demandé quelle était finalement l'implication des centres de simulation pour faire face à cette crise sanitaire et à cette épidémie virale. Et puis, on se demandait quel allait être possiblement le monde d'après, finalement, pour la simulation,
on a été obligé de tenir compte effectivement de l'impact de cette épidémie, et on s'est demandé finalement comment est-ce que les centres allaient modifier leur organisation et leur thématique et leur implication dans l'avenir. Alors, la méthodologie, ça a été d'établir un questionnaire avec 4 groupes de questions. Des questions qui portaient sur l'anticipation de la crise sanitaire par les centres de simulation. Donc, qu'est-ce qui a été fait avant la crise Covid, l'arrivée de la crise Covid sur le territoire du centre. Ensuite, l'activité pendant la crise Covid, donc pendant la période de confinement. Et enfin, quelles étaient les perspectives du centre de simulation dans l'enquête à l'issue de cette crise. Enfin, il y a un dernier groupe de questions qui concerne des informations générales sur le centre afin de pouvoir notamment exclure les personnes qui répondent en double par 2 canaux différents ou autres, et puis d'avoir une vision un peu plus globale sur l'identité des centres. On a donc fait un questionnaire en ligne post-confinement. C'est important de voir que le questionnaire a été posé après la période de confinement, donc après la période étudiée en question. Déclaratif, c'est sur la base des déclarations des répondants. Office Form, c'est le logiciel en ligne en fait, qui a été utilisé pour faire ce questionnaire, que nous avons diffusé au moyen des mailing lists de la Sofracim. On remercie bien évidemment Dan Benamou, la liste également, la mailing list de l'Unisim, exactement, notre centre à Strasbourg, la Forsims, et puis on remercie bien évidemment tous ceux qui ont repartagé ce questionnaire. Donc ce questionnaire, les personnes ont répondu entre le 4 mai et le 21 septembre, donc sur une longue période, après plusieurs relances effectuées. On a eu une réponse hier. Encore. Exactement, on a eu une réponse hier, mais elle n'est pas intégrée dans le questionnaire, faute de temps, on n'a pas pu l'intégrer, donc hélas, elle ne sera pas prise en compte. Nous avons eu 47 réponses, en excluant les doublons, les réponses non complètes ou les réponses anonymes. Donc les réponses anonymes, évidemment, comme vous ne pouvez pas savoir si c'était déjà une réponse présente ou pas, on est obligé de les exclure aussi. Nous en avons eu 39 de valides. Évidemment, les limites, c'est que l'identification des centres ciblés est celle des mailing lists, donc on n'a pas du tout une exhaustivité de tous les centres de simulation francophones qu'on peut toucher. Cependant, on a quand même un éventail très large. On voit aussi qu'il y a des centres en Belgique et au Luxembourg et en Algérie qui ont répondu. Exactement, exactement. Et aussi au Lamentin, à la Martinique, donc et à la Réunion. Alors Pierre, donc justement, est-ce que tu peux nous dire quels ont été les types de centres par rapport à la classification de la HAS, hein? Oui, donc il y a eu des centres de type 1, c'est-à-dire des centres qui font de la simulation très technique, voilà. Des centres de type 2, où il y a en plus une salle de simulation large échelle, et puis les centres de type 3, un petit peu souvent hospitalo-universitaires, qui associent une dimension recherche. Les CESU aussi ont participé il y a des CESU qui ont répondu aussi, qu'on avait sollicité. Voilà pour les types de centres. Alors, on a eu des centres hospitaliers, des centres universitaires, des centres mixtes, hospitalo-universitaires, aussi des écoles de santé, quelques centres privés. Alors, est-ce que les centres ont anticipé? La plupart, non. Alors, on s'est dit que peut-être c'était lié à la dynamique temporelle de la crise Covid. Effectivement, on voit que les centres dans le Nord-Est, on a été impactés très vite. N'ont pas eu le temps d'anticiper, c'est le cas de notre centre, on a été pris de court par le temps, mais on voit que dans l'Ouest, qui a été impacté plus tard, eh bien les réponses sont variables. Certains ont anticipé, d'autres moins, pareil dans le Sud. Alors on va aller très vite. Avant la crise, les anticipations, ça concernait surtout les gestes techniques, la simulation, un peu la simulation pleine échelle, et puis aussi la mise en ligne de vidéos. Je pense que Clément Buléon nous en parlera de Caen. Ils ont été assez actifs dans le domaine. Et on voit que les thématiques correspondent effectivement à la crise, puisqu'on a fait une analyse textuelle, les équipements de protection individuelle, les techniques d'intubation, les modalités de prise en charge. Gilles Maudo nous en parlera tout à l'heure, l'habillage, le déshabillage, etc. Donc des thématiques qui concernaient vraiment la crise Covid.
Alors, les lieux de formation, très intéressants. Le in-situ, ça sera abordé par l'équipe de Rouen, majoritaire, pour sûrement plein de raisons, mais que sûrement il était difficile de faire fonctionner un centre en période d'épidémie, les obligations et les précautions étant très lourdes. Et on voit que la simulation en ligne, j'espère qu'on en parlera pour l'avenir, eh bien, commence à prendre de l'ampleur. Voilà un pourcentage. Alors, le public, très interprofessionnel, hein. Alors évidemment, les médecins, les infirmiers, mais aussi les aides-soignants et les étudiants en médecine qui ont été la cible des formations, d'autres aussi. Alors, voilà pour avant la crise. Alors, pendant la crise, est-ce qu'on a organisé des formations? Ben oui, la plupart des centres ont continué à travailler, souvent à leur propre initiative, et puis d'autres parce qu'on les a sollicités. Le centre était souvent, enfin, à moitié fermé, à moitié ouvert. En tout cas, le nôtre à Strasbourg a été fermé, hein. L'épidémie était trop importante, et en plus, on n'avait même plus de formateurs disponibles. Ils étaient tous au travail dans les réanimations, les urgences, etc. Là aussi, pendant la crise, c'est très similaire. On voit beaucoup les différents professionnels de santé qu'on a identifiés tout à l'heure. Donc, ceux qui étaient déjà anticipés par les centres qui avaient pu le faire. Là aussi, le in-situ majoritaire, beaucoup moins dans les centres de simulation. Et puis là aussi, je dirais, l'arrivée de la simulation en ligne. Les formations, je dirais que les centres qui ont anticipé, ils avaient bien vu, puisque c'est aussi beaucoup les gestes techniques et les simulations pleine échelle. Voilà, les pourcentages, on peut dire que ça correspond au pourcentage des répondants, et non pas des... Donc il y a les nombres absolus et puis les pourcentages des répondants. Oui, voilà, c'est ça. Donc, par exemple, l'intégralité des répondants, on dit que les médecins ont participé aux formations, c'est très positif. Voilà, là aussi, hein, les thématiques très en lien avec ce qu'on a connu de la crise Covid, les équipements de protection individuelle, les intubations, et puis la gestion de l'organisation. Ça, on pense que c'est aussi une thématique importante. Et puis toutes les techniques d'habillage, déshabillage, de précaution face à l'épidémie virale. C'était des thématiques qui étaient déjà présentes avant la crise, c'est ça. Je dirais que ceux qui avaient anticipé avaient vraiment bien vu l'avenir, proche. Alors, il y a une thématique qui nous a paru très intéressante. Le docteur Gilles Maoudou en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais évidemment, en période de manque de matériel, eh bien oui, il a été fait appel au centre pour prêter du matériel, pour revenir à l'utilisation réelle en pratique. Diapositive suivante. Alors, est-ce que le monde d'après, est-ce que les centres prévoient des activités pendant les crises? Oui, en grande majorité, mais avec des adaptations sur les modes qu'on connaît, effectivement, avec la distanciation, avec le port de masque, avec les mesures barrières, et puis aussi avec un nombre plus limité d'organisations, peut-être aussi avec des techniques distancielles de simulation. Et alors ça, c'est, est-ce que vous avez prévu d'organiser votre fonctionnement, mais est-ce que les thématiques seront modifiées? Eh bien, oui, pour près de la moitié. Certains, pas encore tout à fait précisément, mais ils y réfléchissent. Et ces thématiques, on a fait une analyse textuelle, eh bien, vous voyez un petit peu à la fois là aussi les gestes techniques, mais aussi l'organisation, la structuration des termes. Comme Victor Gaziel l'a dit tout à l'heure, on est dans une analyse très préliminaire, là, ça a été très rapidement fait puisque les derniers résultats sont arrivés très récemment, et je pense qu'on aura l'occasion de représenter un petit peu plus précisément ces données. J'ai pris en fait l'ensemble des réponses et puis j'ai mis la taille des mots proportionnelle au nombre de fois, au nombre d'itérations dans les réponses. Très bien. Donc en conclusion, moi j'ai été très impressionné par le nombre de réponses, par l'utilité, j'espère, de réponses. Et je crois que la Sophracim est une société vraiment utile pour justement pouvoir là aussi structurer, je dirais, une connaissance commune et un lieu d'échange commun aux différents centres pour l'activité en simulation.
Ça fait 11 minutes 15. Je ne sais pas si on a une question ou. On va peut-être passer aux questions suivantes. Hein. Je ne sais pas si Rémi. Alors, l'intervention de Gilles. Allez. Alors, je vais te donner la parole aussi. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Gilles Maoudot, je suis médecin essayiste réanimateur au CHU, puis je m'occupe avec Pierre de l'unité de simulation ici de l'UNISIM. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu de ce qu'on a fait pendant la crise, de ce qu'on a pu faire, et puis aussi de ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait aimé faire. Donc pour nous, la vague est arrivée vraiment rapidement. On a reçu évidemment la vague était en train d'arriver, elle était sur Mulhouse. Et le dimanche 15 mars, on a reçu un mail particulièrement alarmant du chef de service des urgences et du SAMU de Mulhouse qui était particulièrement inquiétant sur la situation sanitaire dans le Haut-Rhin, avec la certitude que ça allait être exactement similaire chez nous. Et donc la première conséquence que ça a eu, c'est qu'on a été obligé de fermer le centre, on n'avait pas le choix. On a rencontré durant cette période un certain nombre de difficultés, au premier rang desquelles il y avait les contraintes de temps. Comme je vous ai dit, on a vraiment compris que ça allait être la guerre le dimanche, et dès le lundi, il s'est avéré que l'unité était fermée, il y avait un afflux de patients qui commençaient à arriver, notamment dans les réanimations, et le temps de tout le monde était compté pour se préparer à la vague. Du coup, les formateurs n'étaient pas disponibles, la plupart des formateurs étaient sur le terrain, pas encore tous occupés à s'occuper de patients, mais à s'occuper de préparer notre établissement à accueillir ces patients, à transformer les salles de réveil en services de réanimation, parce que la plupart d'entre vous ont dû connaître. Les difficultés aussi, c'était que le rassemblement d'un nombre important de personnes, et notamment pour une formation, n'était pas possible, en tout cas était dangereuse sur le plan de la transmission de la maladie. Et puis, dernière chose, c'est que potentiellement, il y avait un nombre vraiment très important de personnes qui étaient susceptibles d'avoir besoin d'une formation. On a été très rapidement et un petit peu paradoxalement, je dirais, on a été envahi par une multitude de ressources didactiques, que ce soit par notre établissement, par l'équipe opérationnelle d'hygiène qui nous a envoyé une multitude de documents qu'on a dû s'approprier, que ce soit évidemment la SFA avec des de documents, de didacticiels, de tutoriels qui nous ont beaucoup aidés, mais qui nous ont pris également un temps important, l'HAS, les sociétés savantes, la SSH, société canadienne, et puis également l'industrie avec l'ERDAL, avec le 3D System, toutes ces sociétés qui proposaient des ressources didactiques. Et puis enfin, il y a une multitude d'autres, mais j'ai pris ces quelques exemples-là, notamment l'Organisation mondiale de la santé, qui a proposé une formation sur table avec un certain nombre d'exercices sous forme de cas cliniques qui devaient être animés avec des scénarios, une évolution du scénario, suivi ensuite d'un débriefing. Alors on a essayé de s'adapter pendant la crise. Qu'est-ce qu'on a fait? Première chose, c'est qu'on nous a, comme Pierre l'a dit tout à l'heure, on nous a demandé du matériel. On nous a dit, est-ce que vous n'avez pas des choses qui pourraient servir? Parce que très rapidement, on a compris qu'on allait avoir besoin de matériel. Une des premières choses, c'était des générateurs d'hémodiafiltration.
On en avait 2 dans l'unité de simulation. C'est des générateurs qui avaient été modifiés par la marque, c'est-à-dire par Baxter, pour pouvoir être utilisés sous forme de simulation, c'est-à-dire qu'on pouvait les piloter à distance. Et donc, le service biomédical les a récupérés pour pouvoir éventuellement les remettre en service. Bon, à la fin de l'histoire, finalement, ces machines n'ont pas pu être utilisées parce qu'ils n'ont pas réussi à faire en sorte qu'elles soient de nouveau utilisables en pratique. Pour le reste, c'est un petit peu pareil. Le matériel biomédical dont nous, on dispose, que ce soit des respirateurs d'anesthésie ou de réanimation, était vraiment obsolète et on avait quand même beaucoup mieux, même si on a cru devoir manquer de respirateurs. Ça aurait quand même été pire d'utiliser ceux qu'on a. On avait finalement un stock de protection individuelle qui était vraiment extrêmement limité, que ce soit des blouses, des gants ou du solide hydroalcoolique. Et puis pour ce qui est des médicaments, il était d'emblée clair qu'il n'y aurait pas d'utilisation des médicaments. La plupart, pour ne pas dire la totalité, sont des médicaments qui sont périmés. Et ça nous paraissait beaucoup trop dangereux de faire un transfert de ces médicaments pour une utilisation sur des patients. Alors, comme la plupart, on a fait, étant donné que le centre était fermé, on a fait des formations in situ pour tester un certain nombre de procédures avec des patients simulés. On a notamment pu, en équipe multidisciplinaire, avec les brancardiers, les cadres, les infirmiers de bloc, les infirmiers anesthésistes, les médecins anesthésistes, sous la haute surveillance de l'équipe opérationnelle d'hygiène, on a testé l'ensemble des trajets de patients, l'ensemble des procédures pour vérifier que c'était bien réalisable. On a eu quelques jours pour le faire avant que la vague nous submerge réellement. Certains gestes techniques ont pu être reproduits, là aussi, presque in situ, presque parce que c'était essentiellement dans l'hôpital, mais pas strictement sensu in situ, puisque ce n'était pas dans les services de réanimation. J'ai emprunté cette photo, je l'ai trouvée sur le net, mais c'est une photo du CHU de Besançon qui a publié donc sur la mise en position en DV des patients, la simulation de cette mise en position. De façon un petit peu anecdotique, mais tout à fait intéressante, le professeur Sananès, qui est médecin gynécologue obstétricien, le professeur Christian Debry, qui est chirurgien ORL, ont conçu un dispositif à partir de l'idée d'un de leurs enfants de simulateur de prélèvement nasopharyngé, tout à fait simple, qui a été créé grâce à une imprimante 3D et qui permettait de bien entraîner les personnels susceptibles de faire ces prélèvements nasopharyngés. Alors j'ai dit que l'unité était complètement verrouillée, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'au bout de quelques jours ou semaines, on a pu réouvrir quelques salles de l'unité de simulation, celles qui étaient dédiées à l'auto-apprentissage avec les simulateurs d'échographie, puisque ces exercices se faisaient seuls avec les gestes barrières qu'on a tous en tête. Alors après, évidemment, on va travailler comme tout le monde, suivant scrupuleusement l'ensemble des recommandations de l'université et puis les recommandations plus générales qui sont symbolisées ici. On aimerait bien pouvoir adapter nos locaux avec des tailles, des surfaces adaptées. Je crois qu'on est loin d'avoir ça. Et donc, pour conclure, il nous semble que les besoins sont immenses. Durant cette période, on a eu une capacité de formation qui est relativement limitée. Il nous semble important d'anticiper en formant de façon un peu plus large, probablement beaucoup plus large, les formateurs qui sont forcément bien entraînés à donner du feedback, à s'attacher à une culture de la sécurité, toutes ces choses qui sont particulièrement importantes dans cette période de crise.
On souhaiterait pouvoir mieux accompagner les étudiants, les professionnels de santé qui ont été affectés à des fonctions inhabituelles. On a par exemple eu des étudiants en médecine qui ont dû faire des toilettes, on a eu des infirmiers de bloc opératoire qui sont allés travailler comme aides-soignants dans les services de réanimation. Et ce sont des étudiants, des professionnels que nous aurions souhaité mieux aider dans cette requalification. Il y a un certain nombre de gestes techniques et plus que ce qu'on a fait qui auraient pu être simulés pour favoriser donc la prise en charge des patients, pour limiter le stress de tous ces professionnels. Et puis, on pourra continuer à simuler in situ pour tester les procédures, pour tester les parcours patients. La simulation a un potentiel énorme, un potentiel qu'il faudra exploiter si ce type de situation se reproduit. Et je vous renvoie donc à la publication de l'équipe de Peter Dickman qui a multiplié les exemples particulièrement intéressants sur ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'il faudrait faire pendant une période de ce type. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va passer tout de suite la parole à Antoine Lefebvre et après on essaiera de pouler un peu des questions pour les deux intervenants. Je vais remettre le diaporama, si possible. Victor va projeter le diaporama peut-être. Oui, désolé, j'arrive à... Ah, c'est pas grave. Pas grave. Donc, la présentation... On peut parler, hein, Victor. Non. Non. Alors, effectivement, bon... Avec Gilles sur les simulateurs, le simulateur imprimé en 3D, est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez pour lesquelles vous avez utilisé? Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu la question. Est-ce qu'on a créé d'autres simulateurs? Oui, est-ce que vous avez utilisé les imprimantes 3D pour créer d'autres simulateurs ou pour remplir des fonctions en demande d'urgence comme ça, à part les tests PCR? Non, réellement non. Ça a été la production de la période de crise. Par contre, on utilise les imprimantes 3D pour d'autres formations non urgentes, non Covid, là, pour l'instant. Hein. Pour le rachis, etc. Et prête. Donc, bonjour à tous. Donc, je remercie le comité scientifique de la Sophracine de m'accorder un petit temps. Donc, on va parler. Alors, c'était l'autre diapo, c'était pas la place de la simulation in situ. C'était. Voilà. Alors, est-ce que vous l'avez sur votre PC? Parce qu'en fait, il est trop volumineux pour accéder sur le... Oui, je l'ai, oui. Bon, à ce moment-là, si vous pouvez la lancer depuis le PC et faire un partage d'écran, ça serait peut-être plus efficace. Bien sûr. Hop. Je démarre ça tout de suite, hein, du coup, j'avais pas prévu. Ok. Donc Gilles, nous à Caen, on a effectivement les ORL qui sont saisis de ça et qui ont utilisé avec l'autorisation des données de scanner pour générer les impressions 3D. Ils ont pu, ça ressemble vraiment énormément à celui que tu as présenté, proposer des simulations, des simulateurs voie aérienne normale ou conformation difficile, ainsi que pédiatrique plus récemment, parce que c'était une demande du service de pédiatrie. Oui, est-ce que je pourrais avoir la main pour le partage? Parce que je ne peux pas partager mon écran, s'il vous plaît.
Normalement, ça devrait être bon. Hein. D'accord. Il me propose juste de charger une présentation, mais partager, voilà, partager mon écran. Je vais partager. Voilà, est-ce que vous voyez mon diaporama? Ça arrive, ça arrive. C'est en cours de... Voilà, on voit, là, on voit le... Très bien, je m'excuse pour le petit délai. Donc je remercie la Sophracim et je vais vous présenter donc la simulation et la préparation à la gestion de la crise au CHU de Rouen. Donc il y a un retour d'expérience qui va reprendre un certain nombre de thématiques qui ont été évoquées évidemment précédemment. Pour vous faire un petit topo, à Rouen, notre premier cas hospitalisé, c'était aux alentours de début mars. On a arrêté les formations à peu près en même temps que tout le monde au 8 mars. Notre pic d'activité Covid, c'était mi-avril. Et puis, on a vraiment repris une activité en présentiel en présentiel au sein de notre centre début septembre. Donc nous, on avait des prévisions qui étaient inquiétantes, mais moins inquiétantes que les collègues du Grand Est. On l'a su juste avant. Hein. Et évidemment, on s'attendait à une énorme vague qu'on a peut-être un peu moins eu. On a surtout participé à l'effort de guerre avec les transferts. Donc chez nous, pendant quelques semaines, ça a été le désert des Tartares, hein, c'est-à-dire qu'on avait des services vides, on avait beaucoup de monde à disposition, une activité chirurgicale quasiment nulle, alors qu'on avait les collègues qui s'organisaient pour faire face à un afflux qu'on peut qualifier quand même de massif. Donc ça nous a permis de... Oui, de 5 minutes, parce que est-ce que vous avez la présentation en plein écran sur votre écran? Oui, tout à fait. D'accord, alors vous avez partagé la fenêtre de PowerPoint, donc du coup on ne voit pas le défilement des diapositives. D'accord. Est-ce que vous voyez là? Ça défile ou pas? Là, on le voit, oui, effectivement, là on voit la diapositive 4, donc celle qui est celle sur laquelle vous discutez. Ok, bon. Donc je continue. Donc évidemment, ce qu'on a eu, si on a eu de la chance par rapport aux collègues, c'est que on n'était pas sur un sprint, nous. On a eu du temps et ça nous a permis de nous organiser. En tout cas, on a eu l'impression d'avoir vraiment du temps d'organisation. Et ça nous a permis de nous organiser sur plusieurs thématiques, hein, évidemment. La gestion de la protection du personnel, quel effort on devait mettre dans la formation, la notion d'apprentissage, quelles options pédagogiques. Évidemment, cette organisation, elle a pu se faire parce qu'on avait des liens forts, et c'est intéressant dans ce contexte, entre notre établissement de formation, le CESU, on héberge un CESU zonal, ce qui n'est pas le cas partout, et l'établissement. On n'est pas un établissement, notre centre de formation est plutôt hospitalier, et clairement, on était directement impacté et dans la crise, puisque le DMC est le directeur médical du CESU, et il y a un autre DMC qui est également responsable de la simulation aux urgences. Donc on a clairement mis tout notre poids pour d'emblée utiliser la formation parasim et la simulation dans cette crise. Sur quel était le rationnel, comme vous l'avez dit avant, c'est un formidable outil de formation. On avait plutôt une équipe qui était rompue à la gestion de crise et des référents SSE. Donc assez rapidement, c'est créé un groupe de travail formation au sein de la cellule de crise hospitalière. La stratégie et l'organisation de la réponse, c'est défini en 4 axes. La protection de l'établissement, ça s'est fait assez naturellement, hein, très clairement. La fermeture des centres, déclenchement du plan blanc, je vais passer assez rapidement là-dessus. La protection, la protection du personnel, formation par assimilation en premier lieu, puis l'organisation du plan de continuité d'activité et la modification du plan de formation. La fermeture, la protection de l'établissement, c'est la fermeture des centres, hein, c'est assez simple. Hein. En plus, on fait partie des activités plus qu'à risque, hein, notamment en simulation, les interactions sont extrêmement importantes. Et puis, ça a été rapide avec les plans blancs. La réponse à la formation, comme vous l'avez dit, c'est la mise en place d'un certain nombre de formations, formation à l'habillage Covid, formation par simulation, à la mise en décubitus ventral, les prélèvements d'ingé. Il y avait clairement une large place à la simulation et une simulation qui était avant tout procédurale. J'avoue qu'on a beaucoup travaillé sur le procédural avec la mise en place d'un plan de formation en urgence. On verra après dans les prochains topos les modalités, e-learning in situ, c'est très intéressant d'en discuter. Également, la réponse a été d'emblée se focaliser sur la reprise d'activité, avec l'élaboration d'une charte sanitaire,
qui s'est fait assez précocement, et également les procédures de reprise d'activité au sein des centres, donc vraiment la charte sanitaire globale de l'établissement, et les procédures dans chaque centre, pour aller dans le détail, quel nettoyage, comment on utilise les mannequins, est-ce qu'on s'utilise tous les gestes, est-ce que les gestes d'aérosolisation en simulation doit-on se protéger de la même manière, voilà, pour répondre à toutes ces questions. Et puis je trouve également une réponse qui a été la modification de l'offre de formation. On en a parlé. Je pense clairement que ça a réinterrogé nos pratiques pédagogiques et il a fallu adapter l'offre, notamment évidemment notre centre de travail en étroite collaboration avec le CESU, on est au même endroit et on s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait toutes les promotions d'étudiants qui devaient valider leur année, valider un certain nombre de journées de formation par les AGSU et qu'il fallait modifier l'offre, proposer plus de e-learning afin de faire passer tous les groupes. Donc clairement, ça a permis de se réinterroger, notamment sur la place du e-learning dans nos formations et même au sein de nos centres, et la place des serious games également. Alors l'impact, je trouve, de notre organisation a été plutôt positif sur la gestion de la crise. Ça a été quand même un challenge quand même d'arrêter toutes les formations du jour au lendemain, de mettre en place, et je tire mon chapeau à tous les formateurs également, paramédicaux et infirmiers, qui se sont complètement impliqués à tous les niveaux de la création des formations, la dispensation des formations, notamment d'habillage. Ça a clairement réinterrogé nos modèles. Et puis, je pense qu'il faut quand même en parler. L'impact négatif, c'est quand même, ça impacte très fortement financièrement nos centres qui, parfois, sont en recherche d'un équilibre. Et évidemment, également, je pense qu'il faut en parler également. C'est pas anodin, la perte de chance en termes de pédagogie. On a certes repris les formations un petit peu obligatoires, diplômantes, les AGSU, on a repris ça plutôt récemment, mais très clairement, il y a des formations qu'on n'a pas pu faire pour nos internes et qu'il sera difficile, compte tenu du contexte actuel, de rattraper. Donc c'est clairement pour moi une perte en termes pédagogiques. Voilà, je vous remercie. Un grand merci Antoine et Gilles pour vos deux présentations. Je regarde rapidement la partie discussion publique. En fait, les questions et les échanges qu'on avait posés, c'était effectivement aux différents personnes qui suivent le webinaire, s'ils avaient développé aussi d'autres simulateurs côté 3D. Du coup, donc on a eu un peu les réponses pendant l'intermède. Et les questions qui sont en cours, c'était des formations interprofessionnelles. Donc, n'hésitez pas aux différents intervenants. Ma question, elle était, alors on voulait faire un mini-sondage, mais on le fera peut-être en synthèse à la fin. Est-ce que finalement, Rouen, c'est vrai que vous avez eu un peu plus de temps pour la première vague. Actuellement, malheureusement, je pense que, en regardant un peu la presse, vous êtes confronté aussi de manière constante à la deuxième. Est-ce que ça soit à Strasbourg ou à Rouen, est-ce que vous avez réactivé finalement tout ce que vous nous avez présenté, même si c'était fait un peu dans l'urgence et autres pour la première vague, pour la période actuelle? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Alors, la réactivation, on a réactivé notre offre de formation. Très clairement, effectivement, on est beaucoup plus sous tension actuellement, mais justement, nos relations étroites avec la suite de crise hospitalière font qu'on a maintenu et on a décidé de maintenir les formations un peu comme on maintient le programme opératoire à un certain endroit parce qu'il y a une nécessité de poursuivre la formation. On est obligé de faire des choix et on est également d'élargir l'offre de formation avec notamment les formations des infirmières de réanimation. Dès qu'on a eu tous les documents sur les réa-éphémères dans l'été, on a préparé ce qu'on appelle le coup d'après, préparer la formation pour les infirmiers qu'on a débuté. Il se trouve qu'on a débuté notre cycle de formation cette semaine. Très clairement, on est sous tension, mais ça paraît complètement nécessaire de maintenir la formation et c'est essentiel. On en rediscutera, mais c'est essentiel pour tous nos paramètres qui ont besoin de ces formations. Côté Strasbourg? En ce qui nous concerne, nous, on n'est pas réellement sous tension. On a l'impression d'être épargné. Peut-être qu'on sera épargné par cette deuxième vague. En tout cas, nous, on a repris un fonctionnement qui est proche de la normale et donc qui ne reproduit pas ce qu'on a pu faire au mois de mars, au moment où la vague est arrivée. Peut-être qu'on aurait dû prendre le temps qu'on a là maintenant, qu'on n'a pas eu au mois de mars, mais c'est pas ce qu'on fait pour l'instant. Ce qu'on fait pour l'instant, c'est reprendre une activité normale,
pour éviter ce qui a été évoqué juste avant, c'est-à-dire le fait que ça pénalise les étudiants si on fait autre chose que notre fonctionnement normal, si on arrête de faire les formations habituelles, on peut considérer qu'il y a des étudiants qui seront pénalisés de ne pas avoir eu ce type de formation. D'accord. Mais par contre, tout ce qui est séances de simulation vraiment face au Covid, elles sont sous la main et vous pouvez les re-enclencher s'il y a du turnover de personnel, des choses comme ça, pour les remettre en place très rapidement. Oui, c'est tout à fait ça, exactement. Un grand merci à vous deux. On fera les échanges de perspectives avec Charles-Henri, Osé et Serfon enfin. Je vous propose de passer tout de suite la parole donc à Clément, pardon, Clément Buléon, donc de Caen, qui va nous faire la protection des soignants face au Covid, une formation massive. Clément, c'est à toi. On voit bien ton écran, mais on t'entend pas. Vous m'entendez là? Oui, parfait. Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, l'occasion de présenter les résultats d'une de nos formations, à Caen, formation NordSim. Donc, c'est une simulation que nous avons montée avec Stéphane Lefebvre et Erwan Guillouet, qui sont formateurs. Cette formation. On ne s'entend pas très bien. C'est un peu faible. On t'entendait mieux ce matin. Alors. Ah voilà, là on t'entend bien. Cette formation consistait à mettre en place des différents items de formation procédurale pour mettre en place une protection des soignants face au Covid-19, donc au travers d'une formation qu'on a mis en place de façon massive et rapide, une dizaine de jours en simulation. Donc, quelques mots de contexte général, comme on en a déjà discuté un peu tous ensemble. Donc, pour ce qui était de donc une pandémie inattendue, la nécessité de faire face à de l'inconnu, on ne savait pas comment ça allait se dérouler, nécessité d'accroître rapidement le capacitaire des services pour accueillir des patients Covid, des USI et des réanimations, et nécessité de mettre en place des équipes de renfort. Des équipes de renfort, nécessité de faire des formations qui soient à la fois ciblées sur une thématique, mais large pour couvrir beaucoup de monde à l'hôpital et rapide. On avait besoin que tout le monde soit opérationnel rapidement et on ne pouvait pas passer trop de temps à les former. Localement, étant encore un petit peu plus à l'est que les collègues rouennais, on était vraiment une zone peu affectée également par rapport au déclenchement du confinement, ce qui nous a donné effectivement un certain nombre d'avantages de préparation. On a pu initier donc cette formation avant les premiers malades. Et on avait également des ressources humaines au sein du centre qui étaient sensibles à la situation, puisqu'on a une bonne partie des formateurs qui sont issus de l'anesthésie-réanimation. On a eu également la chance d'avoir un fort soutien de l'encadrement et de l'administration. Donc, comment ça s'est déroulé? 3 étapes. Une première étape de préparation des formations, puis une étape d'organisation des formations avec la formation des formateurs et la planification des formations. Et enfin, la mise en place in situ des formations à proprement parler. Donc, si on se repère par rapport à une frise chronologique, on voit qu'on a pu commencer le développement des formations au moment où l'état d'urgence sanitaire national a été initié, que le premier cas de Covid-19 hospitalisé au sein du CHU de Caen était sur un week-end où on était en train de développer les formations. 2 jours après, il a été intubé et donc ce lundi-là, on a commencé les formations de formateurs en même temps qu'on terminait de préparer les formations. Et très rapidement, on a commencé la formation in situ des soignants avec les premiers formateurs formés pendant qu'on continue à former les autres. Et donc ça a coïncidé avec le début du confinement national. Et puis c'est dans un deuxième temps, donc les formations étaient déjà débutées depuis 3 jours lorsque la région a été déclarée zone à risque épidémique. Donc on a eu la chance de pouvoir prendre un petit peu d'avance. Alors, les thématiques des formations que l'on a préparées étaient relativement basiques, quoi, et reprenaient les éléments fondamentaux. Donc, des rappels sur la désinfection des mains à la solution hydroalcoolique, la mise en place correcte et optimale du masque FFP2, les habillages pour soins à risque d'aérosol auprès d'un patient Covid-19, donc habillage type protection de gouttelette, le déshabillage pour la même mise en de tenue, et puis également intubation et extubation de patients confirmés ou suspects Covid-19. C'était les thèmes abordés.
Les outils pédagogiques que l'on a développés sur 3 jours et construits étaient des aides cognitives, donc rassembler certaines aides cognitives ou construit d'autres. Un certain nombre de tutoriels vidéo qu'on a exploités et diffusés par la suite, et puis des checklists pour valider l'acquisition et la maîtrise des compétences. Donc, pédagogique sur laquelle on verra un petit peu après, que l'on a élaboré, s'inspire d'une approche de Peyton et d'une approche de Mastery Learning, puisqu'il y avait un score minimum à atteindre pour considérer que la compétence était maîtrisée. Il fallait le refaire. Donc, 4 étapes et des groupes de 6 apprenants pour 2 formateurs. Donc, une première étape de visualisation sans commentaire, une seconde avec commentaire, la réalisation en binôme par les apprenants du geste technique, de la procédure, avec associé une hétéroévaluation par checklist, et il fallait avoir un score minimum. L'organisation des formations a nécessité d'abord d'identifier et de recruter les formateurs, de s'organiser pour qu'ils soient libérés, des formateurs qui avaient pour la plupart tous une double compétence à la fois en simulation, étant formateur avec un diplôme de simulation et une compétence de bloc opératoire anesthésie ou réa. On a formateurs sur la façon d'utiliser les outils et la maîtrise des checklists et le processus que je vous ai décrit sur le cas. Et puis, il a fallu organiser des plannings des formateurs et des apprenants en coordination avec les ressources humaines, ce qui est gageur, puisque ça nous a permis de former plus de 1000 personnes en une dizaine de journées. Les formations ont lieu in situ au sein des services et au sein du centre, on a essentiellement fait la formation de formateurs et puis des formations par la suite. La première étape, si on revient sur le processus, comportait 6 apprenants, 2 formateurs, une lecture des vidéos tutoriels sans le son. La deuxième étape, la même lecture des vidéos tutoriels avec le son, éventuellement des pauses, et puis on répétait la visualisation pour s'assurer de la bonne compréhension des différentes étapes par les apprenants avec une verbalisation des différentes étapes. La deuxième étape consistait à un travail en binôme avec un apprenant qui réalisait la procédure, observé par un second apprenant qui utilisait une checklist pour suivre le logique et procédural de la procédure faite. Nous a semblé intéressante par l'apprentissage par procuration qu'elle permettait, c'est-à-dire qu'en observant et en regardant les éléments qui étaient bien faits ou à parfaire, permettait d'envisager sous un autre angle la compétence à acquérir, et donc ça allait renforcer d'une manière différente. Également une compétence d'observation qui était intéressante pour les services, puisque si l'activité le permettait, lorsqu'un agent mettait en tenue ou se déshabillait après une intervention sur un patient Covid, ça lui permettait d'être monitoré par un autre qui avait appris également formateur coordonner ces étapes-là. L'étape suivante était une inversion des rôles entre les apprenants exécutant la procédure et les apprenants observant la procédure. Et atteindre, comme je vous dis, un score minimum de validation pour valider sur la compétence, soit recommencer l'apprentissage de la procédure, la répétition, à la maîtriser. Les résultats de cette campagne de formation, on a pu les publier dans le BJA cet été. Donc la première partie de Freeze, je vous l'ai déjà présentée. Et là, avec 2 mois et demi de recul, voilà les résultats qu'on avait. Donc on a formé assez rapidement 1173 soignants. Et puis on voit que cette formation a pu intervenir avant et en amont de plusieurs jours de la montée en charge du nombre de cas hospitalisés. En jaune, en bas, vous avez le nombre de soignants intervenant dans les unités Covid ayant été identifiés comme contaminés au bout de 2 mois et demi. Donc il n'y en a eu que 4, relativement faibles, sur une soixantaine de soignants contaminés au sein de l'hôpital. Donc la plupart des patients contaminés, les autres étaient dans des unités dites non Covid, c'est-à-dire non dédiées à recevoir des patients Covid. Et ces résultats permettent de faire des inférences, mais pas des conclusions. On peut espérer que la sensibilisation et ou la formation en simulation réalisée ont permis de participer à la protection
sûr, c'est que, enfin sûr, mais les nombreux retours des participants étaient un accroissement de la sécurité psychique. Ils se sentaient plus prêts et plus en sécurité pour prendre en charge les patients. On a également diffusé ces outils pédagogiques sur YouTube du centre et on avait plus de 45 000 vues en une dizaine de jours. Donc ces vidéos ont été utilisés dans différents pays francophones, dans les hôpitaux et cliniques de la région. On a également échangé avec les hôpitaux et cliniques autour de nous pour le matériel et notamment les têtes d'intubation aux procédures et utiliser les checklists. Nous déplacer locaux pour faire les. Pour nous, la conclusion de ce point de formation précis, c'est qu'on a identifié un rôle de la simulation en situation d'urgence qui nous a permis de former de manière réactive à des situations nouvelles, chose qu'on n'avait pas forcément planifiée à l'avance. On espère et on pense qu'il y a eu un impact positif de la formation. Ce qui nécessiterait pour pouvoir le reproduire pour mettre ça en place, et donc du temps, c'est des ressources humaines en formateur et un savoir-faire. Merci beaucoup Clément, on a eu quelques coupures de son, mais on a tous compris l'intérêt de ton intervention. Je passe tout de suite la parole donc à Antoine, qui va nous faire sa deuxième présentation, puis ensuite dans les échanges, on donnera un peu la parole à nos collègues Grenoble. Antoine? Parfait. Alors donc là maintenant il s'agissait de parler de la place de la simulation in situ dans le contexte Covid. Je vais pas revenir sur ce qui a été sur le contexte rennais et notre stratégie de réponse. Elle a été surtout liée à la protection du personnel avec de nombreuses formations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est attaché à plusieurs formations, habillage Covid, intubation et DV, on verra assez rapidement, plutôt sur la notion de procédurale. Nous, ce qui nous a interrogé, c'est notamment, et vous l'avez évoqué avec l'étude des Strasbourgeois, enfin le récap, c'est le choix de la formation in situ. Il y avait un certain nombre quand même de signaux en ce début d'épisode Covid qui étaient plutôt défavorables. Évidemment, le risque infectieux qui était quand même pas bien connu, pas encore identifié complètement début mars. Ça a été évoqué également la notion de ressources humaines extrêmement limitées dans les endroits qui ont été très impactés. Du personnel, souvent personnel formateur qui est pas disponible. La notion de matériel, formation, les formations in situ, en petits groupes, utilisent pas mal de matériel. On était quand même dans une zone à forte tension en termes de masques, de gants et de tous les autres dispositifs, et aussi du nombre de personnes à former qui était extrêmement important en début de période. Également, pourquoi est-ce qu'on a choisi le in situ? Également pour un choix organisationnel. Comme vous l'avez très bien dit avant, tous les centres ont fermé les uns après les autres. Le personnel n'était pas disponible, le respect des mesures barrières était compliqué au sein des centres, qui n'étaient pas forcément adaptés pour qu'il n'y ait pas de charte, et également aussi pour une notion qui est extrêmement importante, c'est il n'y avait pas besoin de déplacer du personnel et qu'on pouvait faire ces formations. Ça a été comme ça au début, au moment de la pause, après la fin du quart, au début avant de prendre le quart, et ce qui fait qu'on a pu toucher un maximum de personnel. Alors on s'est posé la question également, la place du virtuel, le in situ, le e-learning, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une offre début mars qui était déjà très très importante et très très bien faite. Comme l'a dit Clément, l'équipe Northim avec sous l'égide de l'ASFAR avait mis en ligne un certain nombre de vidéos didactiques et qui étaient très très bien On avait également les collègues de Créteil avec notamment un certain nombre de vidéos sur la ventilation avec un petit mot Covid. C'est dit que tout ça c'était très bien, mais qu'il fallait appuyer en fait cet enseignement virtuel et e-learning par de la formation in situ. Donc on s'est basé sur notre équipe avec des notions qui sont importantes, et je pense que
c'est aussi l'autre dimension de la simulation in situ dans cette crise, c'est qu'on est allé, on a envoyé, enfin, je veux dire, on est allé avec les formateurs auprès des soignants qui étaient au contact du Covid. Ça faisait quand même très très peur. On a eu beaucoup de remontées en cellule de crise, notamment des inquiétudes sur les droits de retrait au moment du début de la crise, parce que manque de moyens, parce que manque de dispositifs et parce que manque de formation. Et donc on a projeté directement les formateurs sur le terrain, ce qui a été vraiment perçu comme un soutien, une aide, et c'est pour ça qu'on le referait volontiers. Après, sur la description, c'était essentiellement procédural. Vous voyez, alors on avait pris au début un mannequin haute fidélité, mais ce que expliqué, on a vraiment travaillé sur des procédures très simples. Sur les procédures très simples, on n'était pas sur du mannequin haute technicité. On a utilisé, comme je vous ai dit, le e-learning vidéo en renfort, et ça nous a permis également de distribuer les fiches réflexes, de proposer une petite vidéo quand même institutionnelle, et surtout de distribuer les fiches, de les faire connaître en fait à l'ensemble du personnel. Formation intubation au Covid également était en format court, basse fidélité. Elle nous a permis également de monter une checklist. C'était en équipe, multiprofessionnelle, multidisciplinaire. On a rencontré pas mal de monde, et on a eu le même processus en fait sur la formation en DV, qui nous a permis également d'utiliser. Enfin, ça a été très intéressant parce que ce travail de formation in situ nous a permis quand même d'adopter une checklist et une checklist de mise en DV pour tout l'établissement, alors sachant qu'on avait plein de réa différentes et des processus différents avant la crise. Donc c'était assez intéressant, hein, cette crise pour ça. Le bénéfice également de la formation in situ, c'est qu'on s'est déplacé dans les services et ça nous permet de nous adapter à la situation et d'entraîner des modifications des pratiques. Voilà, aux urgences, ils ont créé leur férié Covid, ils ont modifié leurs procédures. On a apporté également une expertise sur site, ce qui est très intéressant dans ce contexte. Et cette expertise, on la projette également sur la seconde vague, avec du travail sur le parcours patient, au niveau des réanimations éphémères, avec la simulation toujours au centre de la sécurité et de la qualité des soins. Voilà, je vous remercie pour tout ça. Le bilan, il est très positif. Alors c'est qu'un bilan, c'est un ressenti soignant qui était très positif, et pas voilà, je vous ai mis un certain nombre de coupures, hein. C'est pas que Rouennais, un Sretex, hein, c'est à Besançon, effectivement, il y a eu une très forte mobilisation. À Caen, ils ont formé beaucoup de monde, ça a été pareil partout, et clairement la simulation était vraiment au centre de la formation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation très complémentaire de Clément. Si vous avez des questions dans la salle virtuelle, entre guillemets, à nos deux intervenants, si vous pouvez les faire assez rapidement, parce qu'en fait ils ont des contraintes logistiques. Donc ils vont devoir malheureusement nous quitter, mais de toute façon autrement on leur transmettra. Lors des échanges, il y a eu aussi des échanges intéressants au moment de la discussion avec l'équipe de Grenoble. Je pense que Julien Picard est dans la salle virtuelle. Si tu veux un peu présenter et dire quelques mots sur votre expérience. Oui, bonsoir et merci. Effectivement, très rapidement, à Grenoble, une des particularités, c'est que les centres de simulation sont gérés par essentiellement des anesthésistes réanimateurs et des urgentistes, qui étaient donc déjà tout de suite sur le pont. Mais la chance qu'on a eue, c'est d'être un peu décalé dans le temps par rapport au reste de la France. Donc, quand on a vu arriver les premiers cas, on a commencé par former nos collègues, infirmiers et médecins dans nos réanimations, dans nos blocs opératoires, dans nos services d'urgence. Et puis, très rapidement, on a été sollicité par tout le monde, par les établissements privés qui étaient sollicités pour potentiellement nous aider, et puis rapidement par tous les services de l'hôpital. Et donc, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas être au four et au moulin, et on a mis en place de fait une stratégie de formation pyramidale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a formé, au moins pour les formations les plus basiques, habillage, déshabillage, une trentaine d'infirmières de bloc opératoire qui, théoriquement, avaient toutes les qualités pour former à l'habillage, déshabillage. Et ce sont ensuite elles qui ont formé jusqu'à quasiment 1900, 1800 et quelques professionnels de santé de l'établissement par la suite. Donc, il a fallu donner la main. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. On a envie de garder souvent notre propriété pédagogique. Mais finalement, c'était, je dirais, le principe de subsidiarité de base avec la décision faite au plus bas niveau possible. T'as ton micro, Rémi. Coupé. Je m'auto-censure.
Donc, merci à tous. Juste pour précision aussi, hein, Victor, au tout début, avait cité, et Dan aussi, la partie pluridisciplinaire. Donc, on a la chance d'avoir des amis belges, suisses et du Maroc parmi les intervenants, les personnes présentes, par contre, qui suivent le webinaire, et on en est très, très content. Et éventuellement, est-ce que vous avez d'autres questions? Autrement, je passe la parole tout de suite, et comme ça, on respecte le temps parfaitement, à Charles-Henri, qui va nous faire d'une part la synthèse, ce qu'il a retenu finalement des grandes thématiques de ce premier webinaire, mais également le lien avec son propre groupe de travail au sein de la Sopra Sims, et il va nous le présenter également. Charles-Henri, c'est à toi. Oui, merci beaucoup. Donc déjà, merci à tous pour l'organisation de ce webinaire et puis de l'offre d'avoir été résumé. Alors, sous votre vigilance, hein, parce que j'espère ne rien oublier, je vais essayer d'avoir une approche par rapport au groupe SSE. On est en train de mener un travail là qui a débuté et qui a été un petit peu interrompu avec la crise, qui était d'essayer de faire un point, un petit peu une recherche bibliographique et une revue de la littérature sur simulation à SSE. Et ce travail a été initié suite au travail de recherche qui avait été mutualisé SFA, SFMU, SRF sur la gestion de crise. Et on s'était aperçu qu'en fait, il y avait quand même très peu de travaux sur la SSE, et en tout cas très peu de travaux qui puissent mériter un impact fort et de pouvoir établir des recommandations. Donc tous les éléments ce soir apportés sont extrêmement intéressants, et je vais essayer d'en faire la synthèse, où ce que on pourrait en retenir quand même, c'est une fonction de temporalité qu'il y a eu sur la simulation. Une partie qui a pu se préparer, une partie qui a été pris un petit peu de cours, et principalement deux effets, et ça on les retrouve dans la littérature, puisqu'en regardant un petit peu ce qui s'est fait dans la littérature, j'ai un peu creusé, et depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, en terpant un petit peu quelques mots-clés sur PubMed, on peut percevoir qu'il y a eu à peu près un peu plus de 300 publications réalisées sur simulation, formation et Covid. Et on retrouve deux grands axes. Le premier, c'est la formation pour le Covid. Donc, quelle est la place des centres de simulation pour former au Covid? Et on a des exemples très concrets aujourd'hui avec les différentes équipes, en particulier centrés sur les gestes techniques tels que l'intubation, la mise en DV, et puis bien sûr la protection, habillage, déshabillage. Donc on voit quand même une partie très importante technique. Puis également une partie qui a été plus enclin sur comment gérer la crise, mais c'est vrai qu'on a l'impression que par exemple, il y a un travail peut-être également développé, comme ça a été dit, sur la prise de décision dans une situation de crise, en particulier, pourquoi pas ouvrir sur nos administratifs et sur les décideurs, sur comment prendre des décisions en simulation sur ce côté-là. L'une des limites qu'on a pu voir sur la temporalité, qui a été plusieurs fois évoquée, c'était au-delà des contraintes de temps, c'était les contraintes de ressources formateurs qu'on a rencontrées, puisque souvent, sur ce qu'on a pu voir, c'est que les centres de simulation étaient quand même très, très enclins à être sur de l'anesthésie d'urgence, qui ont des ressources habituellement assez importantes, et qui là étaient en première ligne. Donc un peu la même gestion que sur les plans blancs, c'est-à-dire qu'en première ligne, on ne pouvait plus trop avoir des ressources. Et on a eu des exemples assez concrets et très intéressants de comment trouver des ressources sous deux phénomènes, c'est-à-dire la mise en place de formations de formateurs comme à Caen et à Grenoble, avec soit un système pyramidal ou en cascade, et donc de commencer un petit peu ici dans ce sens-là, et puis également l'utilisation de la formation in situ. Alors les centres avaient fermé, mais on voit également que in situ, cela permet de pouvoir avoir la mise à disposition du personnel et l'utilisation de ces ressources qui peuvent compenser cet effet formateur, avec un autre effet qui a été montré au-delà de l'acquisition du geste et du renforcement de sécurité, comme on l'a pu le voir avec apparemment peu de contamination lorsque les gens sont bien formés, mais également un renforcement du sentiment de sécurité, hein, le sentiment d'efficacité qu'on retrouve dans la littérature. Et lorsqu'on renforce ce sentiment d'efficacité, on a l'impression que les soignants vont non seulement être plus efficaces, mais plus enclins à rester. Et puis des papiers avaient largement montré qu'on avait moins d'arrêts de travail et moins de droit au retrait, comme on a pu l'entendre, lorsqu'on avait un sentiment d'efficacité personnelle qui était renforcé. Donc ça, c'était les principaux éléments qu'on a pu voir. Et puis après, le deuxième grand axe qu'on pourrait retenir sur les présentations qui ont été faites, c'était l'impact qu'a eu le Covid sur nos formations au sens large.
avec, moi j'ai noté 4 sous-sections. Hein. La première, c'est sur la modification des thématiques après la crise, et donc c'est l'intégration, comme à peu près on a dans le 1 aujourd'hui, c'est vivre avec les mesures de protection et l'intégration de l'ensemble des mesures de protection dans bien les formations, mais également dans la manière de faire nos formations avec toutes les mesures qui sont à prendre et de se réapproprier les formations. On peut également voir que l'organisation des sessions a eu un impact aussi au niveau de l'adaptation des locaux, la mise en place de chartes et également la place de la simulation. On a l'impression, sur ce qui a été dit, plus dans l'intégration, en tout cas sur des intégrations de curriculum, où la place de e-learning va venir un petit peu compléter, la place d'une simulation, on va dire, un peu multimodale, où on peut être sur du procédural, mais également associé sur des serious games. Il y a eu beaucoup de papiers qui sont sortis sur une expansion très importante des serious games pendant cette période Covid, donc quelque chose qui va être plus intégré, multisystématisé sur une même thématique. On peut également voir la gestion du matériel. Ça, c'est un élément peut-être très intéressant qui est ressorti aujourd'hui. Les centres de simulation, je ne sais pas comment à droite et à gauche on trouve le matériel, mais souvent c'est quand même du matériel de recyclage, du matériel qui a été sorti du soin et qui est réutilisé. Est-ce que ce n'est pas une opportunité là, au niveau de nos instances, de dire que nos centres de formation pourraient être également des centres où on pourrait maintenir du matériel à jour, qui soit utilisé au quotidien, qui sont donc opérationnels, et qui permettrait d'être utilisé au moment où on en a besoin sur des crises sanitaires. Ça pourrait être également un des éléments qui a été rapporté aujourd'hui. Et puis un dernier point, oui, demain c'est le modèle économique qui a été également rapporté, avec la perte, un élément qui est une perte de chance à rattraper aujourd'hui, on le sent bien, sur les formations et en particulier sur les compétences qui n'ont pas été acquises peut-être sur certaines formations initiales ou continues et qu'il va falloir rattraper. Et est-ce que c'est rattrapable? Point d'interrogation. Ça voudra dire que peut-être il va falloir faire de la formation continue un peu plus renforcée sur les prochaines années pour compenser ce groupe. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont été publiés sur la perte de chance en général dans les formations en sens large et sur la remise à disposition. Donc, quelle sera la place de la formation par simulation dans ce domaine-là? Extrêmement intéressant et à travailler prochainement. Voilà les principaux éléments que j'ai pu noter sur ces excellents retours qui ont été faits en synthèse globale. Et je ne sais pas s'il y a d'autres éléments ou des questions qui peuvent être utilisées. En dernier point, et je pense que c'est un des éléments auxquels, alors nous, en expérience à Toulouse, on avait ressorti et qui était un petit peu transversal sur toutes les présentations, c'était la difficulté à pouvoir avoir des règles, en tout cas des documents, des supports, une information liée au Covid qui a été extrêmement rapide dans la temporalité. C'est-à-dire qu'on a tous vécu des protocoles qu'on a écrits le matin et qu'on a dû changer le soir. Et donc cette vitesse de mise à jour en fonction de la connaissance sur les procédures, process et sur l'impact que ça pouvait avoir a également une temporalité, je pense, importante. De tri sur quel support on utilise et puis également sur la temporalité où en 48 heures nos procédures ont évolué parce qu'on en a appris un peu plus, parce qu'on avait des échanges dans toute la France, en particulier grâce au CH de l'Est qui nous faisait des rétex un peu régulières et qui nous ont beaucoup aidés. Et ça, en formation, c'est comment est-ce qu'on peut adapter en situation de crise un discours évolutif et là-dessus, est-ce que les Learning Management Systems ne sont pas une des solutions? En tout cas, il y a quelque chose à creuser dans ce sens-là pour pouvoir mettre à jour en permanence en situation de crise de manière efficiente les connaissances de l'ensemble des professionnels. Voilà un peu le retour que je peux vous faire et on peut ouvrir le débat un petit peu plus loin. Merci beaucoup, Charles-Henri. Je rebondis sur les derniers points que vous citez, c'est-à-dire la partie importance réactivité. Il y avait Aude qui nous demandait quelle était l'implication finalement des unités d'hygiène dans la création de vos nouvelles actions et dans leur déploiement. Donc, il y a eu Julien qui a répondu, donc en tout cas pour Grenoble, mais qui rejoint tout à fait ta remarque. Donc, la principale difficulté rencontrée par les unités d'hygiène était l'incertitude et le besoin de réactivité plus au jour le jour, alors que la mise en place de procédures validées se fait habituellement sur des échelles de temps beaucoup plus longues.
Côté Rouen et côté Strasbourg, est-ce que les services d'hygiène avaient été associés sur l'élaboration de scénarios ou la partie formateur? Et si oui, de quelle façon? Il a Louis ou Antoine, Pierre ou Gilles, qui sont encore présents. On est là, on avait simplement coupé la caméra. Pas de souci. Donc, un peu votre retour sur vos interactions avec les unités d'hygiène, soit en amont sur l'élaboration, avec effectivement la difficulté en termes de certitude. Comment vous avez associé finalement les unités d'hygiène, d'une part de manière générale à la simulation, parce que vous travaillez déjà avant, parce que du coup, ça, en termes de relations, on l'a vu avec la toute première présentation, c'est un gain de temps majeur, et en termes de confiance également. Et au moment de la crise, est-ce qu'ils étaient associés ou pas à vos démarches? Rouen, par exemple. Vous m'entendez? Oui. D'Antoine qui participe avec nous dans le métro, mais effectivement, l'objectif était fortement membre de la cellule de crise et associé au pilotage, mais pour la mise en place des formations des formateurs et du personnel paramédical, c'était essentiellement du procédural et comme l'a dit Charles-Henri, ce matin, il refait l'examen, donc il n'y a vraiment rien de on est tout à fait dans la lignée de ce qui a été. D'accord. Côté Strasbourg? Ouais, Strasbourg, on travaille évidemment depuis des années de façon proche avec l'équipe d'hygiène pour notre centre de simulation. Ils sont associés structurellement et fonctionnellement. Là, ils ont participé effectivement avec nous à toutes les organisations de simulation qu'on avait mises en place. Et de leur côté, ils avaient mis en place des vidéos, un petit peu comme à Caen, pour tous les gestes de protection, de mise en place et du masque, les habillages, déshabillages. Et c'est des vidéos qui ont été beaucoup utilisées aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Mais ça s'est fait effectivement un petit peu indépendamment de notre centre. Ensuite, on avait eu l'idée de collaborer justement sur la mise en place de petits scénarios filmés pour les étudiants en médecine en particulier, pour montrer comment on faisait une toilette, comment on faisait un brancardage, ensuite avec des commentaires par les professionnels. Et puis, vu qu'on a été quand même extrêmement lourdement impacté, ça s'est jamais réalisé dans la pratique. D'accord, merci. Antoine confirme effectivement de leur côté, donc collaboration plus avec l'équipe CPS. Donc pour l'instant, il n'y avait pas trop d'autres questions. La synthèse a été parfaitement faite par Charles-Henri et pareil, donc qui indique que sur Toulouse également, donc une très bonne coopération sur le côté CPS. Oh, de votre côté, donc, comment ça s'est passé? Bon, vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Vous prenez le micro, c'est peut-être plus interactif que de taper. N'hésitez pas. Rémi, je ne sais pas si c'est Dan Benamou là, qui reprend la parole. Juste peut-être, est-ce qu'on pourrait peut-être demander à certains des intervenants qui sont présents, finalement un peu de reprendre une des questions posées dans le questionnaire qu'avait envoyé l'équipe de Strasbourg. C'est finalement maintenant, là, peut-être en quelques mots, les équipes qui ont parlé, qu'est-ce qu'elles feraient différemment ou de plus dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce qu'il faut bien reconnaître que là, actuellement, la situation n'est pas formidable et qu'on ne peut pas considérer que finalement, la première vague, enfin, que tout est fini et que l'épisode Covid est terminé. Donc, maintenant qu'on a peut-être un peu d'expérience, qu'on a également partagé ces expériences, est-ce que finalement, il y a 1, 2 ou 3 points, quelques mots-clés qui ressortiraient, qui seraient dans les choses qu'ils auraient envie de mieux faire pour les prochaines semaines ou les prochains mois? Alors, Alors, pardon.
Alors à Strasbourg, nous on est tout à fait intéressés par, mais depuis plus longtemps que le Covid, je dois dire que ça c'est notre intérêt s'est acutisé avec l'épisode Covid, c'est de fabriquer des formations filmées, distancielles, avec la réflexion autour d'un débriefing également, alors soit en présentiel, soit en distanciel, mais qui semble une méthodologie qui pourrait, je dirais, économiser du temps de formateur, puisque la partie mise en jeu, scénario est déjà faite. On utiliserait finalement un débriefing sur un scénario déjà tourné et de voir si c'est efficace et si ces débriefings pourraient être faits aussi en distanciel. Moi, voilà, ça c'était un des domaines que je trouvais possiblement à développer suite à l'épisode Covid. Petit Rouen. Alors, quand en pratico-pratique, pour répondre à la question de Dan, je pense qu'on a réussi à faire des choses très intéressantes au printemps grâce à une dynamique assez extraordinaire. C'était un peu même si les circonstances étaient loin d'être heureuses, on s'est retrouvé avec une combinaison de motivation des apprenants, de mobilisation et de disponibilité des formateurs avec un soutien institutionnel et administratif rare. Déjà, si on pouvait retrouver cette dynamique-là, ce serait bien, parce que même pour la deuxième vague, c'est quelque chose que j'estime pas avoir à disposition pour former les gens. Donc ça ce serait déjà une bonne chose. Et effectivement, comme le soulignait Charles-Henri, il faut espérer une prise de conscience des structures porteuses des centres, de la nécessité des moyens, que ce soit pour héberger du matériel en stock ou de prévoir des processus comme ça de réaction rapide. Malheureusement, entre l'intention et puis les problématiques budgétaires, moi, ma crainte un petit peu, c'est qu'on fasse les frais de ça et qu'on était bien content de nous trouver au moment critique, mais que maintenant, ce soit plus la préoccupation. Donc, je serais curieux de savoir ce qu'il en est pour les autres centres. Côté Rouen, tu partages un peu cette vision, Louis? Complètement, et peut-être s'il y a un item à rajouter par rapport à ce qui était dit. Louis, on t'entend très très mal. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro, voire retirer le masque pour qu'on t'entende bien? Le seul item que j'aurais à rajouter de façon spécifique, c'est de mettre en possibilité de ne pas arrêter l'activité pédagogique, parce que là, il y a une vraie perte de chance. La problématique est entière. Je ne sais pas si c'est un problème dont tout le monde est conscient, mais quelle est la solution? Donc, finalement, c'est comme dans le service clinique, éviter les déprogrammations Covid et non Covid. Une question de Jacques Berthaud pour finir, et après on laissera la parole à Louis et Dan pour les mots de la fin. Question pour ceux qui ont un cursus précis de formation à faire suivre à des étudiants, IAD ou étudiants en médecine. Avez-vous prévu un plan BCDE? Cette deuxième vague vous empêche de faire la simulation en présentiel pour des raisons de protection des participants. C'est exactement en fait le sens de ta remarque, Louis, sur l'importance de maintenir, mais je crois que Strasbourg aussi l'avait évoqué, l'importance de maintenir quand même la partie pédagogique hors Covid. Tout à fait. Donc, vous savez qu'en simulation, l'organisation est importante et le temps est compté. Donc, à l'heure. Donc, on laisse la parole à Louis qui va nous dire quelques mots sur le congrès et le mot de la fin à notre président Delvedem. Écoutez, merci à tous et à toutes pour l'organisation sans faille et la présence. Nous, en tant que responsables du congrès du 23 au 25 juin 2021 à Rouen, on a laissé une large place à tout ce qui est sécurité et situation sanitaire exceptionnelle, avec un changement de ce qui a été des idées fortes qui se sont dégagées sur la façon de former les personnels, la formation pyramidale, le matériel, la gestion économique de cette sur nos activités de simulation. Et peut-être que les débuts d'enquête pourront donner lieu à des études d'impact un peu plus solides, avec plus de recul, qu'on pourra présenter. Donc venez à Rouen si c'est possible. Fin juin, on vous accueillera avec plaisir et on aura un programme pédagogique bientôt
le pilotage du CERN de la Sophracine qui pourra vous donner du retour avec un peu plus de... Mais j'ai noté beaucoup d'idées fortes organisationnelles qui seront en place pour ce programme scientifique. Encore. Merci Louis. Peut-être je vais dire juste un petit mot de conclusion ou un peu de réflexion. D'abord, au départ, on était content que ça fonctionne et qu'on arrive à se retrouver tous ensemble. Et là, maintenant, au bout d'une heure, 1h30, on voit que ça a fonctionné. Autrement dit, les inquiétudes qu'on pouvait avoir sur le plan technique, parce qu'il y en a toujours dans ces organisations de systèmes numériques, qui d'ailleurs nous montre que le numérique, c'est quand même pas si au point que ça et qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à réaliser. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que là, ça a fonctionné. On a pu voir tous les diaporamas, on a pu entendre tous les orateurs, on a eu une belle série de questions, de commentaires sur le chat, ce qui montre que notre choix d'avoir créé ce webinaire, ce premier webinaire, est une bonne idée. Ce qui finalement me pousse à dire que ce qu'on avait envisagé au niveau du bureau et du CA au cours des derniers mois, qui était l'idée de dire qu'on pourrait peut-être renouveler l'expérience de ces webinaires au cours de l'année pour maintenir le lien avec nos collègues et toutes les personnes, tous les membres et non-membres, ceux qui ne sont pas encore membres de la Sophrasims, mais qui vont le devenir. En tout cas, maintenir le lien avec tout le monde dans cette période qui peut être difficile, partager des expériences, faire vivre notre société, créer des liens entre tout le monde, apporter des idées que nous n'avons pas forcément eues nous-mêmes, mais que d'autres ont pu avoir. Tout ça me paraît excellent et très intéressant. Donc, on peut s'engager, je pense, aujourd'hui ici avec les personnes qui sont présentes et qui participent à l'organisation générale de la Sophrasims, de dire qu'on va refaire dans le courant de l'année au moins un, voire peut-être deux webinaires avant le prochain congrès. Les thèmes sont à discuter entre nous, à voir ce qu'on pourrait proposer comme sujet intéressant qui permettrait d'avoir un intérêt pour un grand nombre d'entre vous et d'entre nous. Voilà, donc on va y travailler. On reviendra, je pense, vers tous nos collègues et tous nos membres dans les prochaines semaines pour proposer quelque chose et proposer également des dates de ces webinaires. Voilà, donc je pense que cette solution est intéressante. Par ailleurs, finalement, pour rebondir également sur ce qu'a dit M. Berthaud, qui me paraît finalement un peu quelque part en lien avec ce que nous faisons aujourd'hui, dans l'hypothèse ou dans la situation dans laquelle on ne peut pas faire du présentiel, ou en tout cas dans laquelle le présentiel est devenu difficile, les webinaires sont en train de se développer et sont un élément de réponse. Ce ne sont pas les seuls, évidemment, mais c'est déjà un élément de réponse et donc on peut nous aussi en profiter et les utiliser. Et puis par ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à la littérature scientifique sur le sujet, sortent des publications, il y a notamment un papier tout à fait récent de collègues américains qui sont des grands experts en simulation, qui ont proposé une revue générale déjà, vous voyez, donc une première synthèse sur les moyens et sur les stratégies finalement techniques que l'on peut envisager pour faire de la simulation en virtuel. Alors bien entendu, au-delà des jeux sérieux ou des choses qu'on connaît déjà, mais par exemple des sessions de haute fidélité qui, par nature, semblent être obligatoirement réalisées en présentiel, eh bien, il y a des personnes qui ont eu des idées et qui tentent de réaliser ces séances en virtuel complet ou en virtuel hybride. Voilà. Et donc, eh bien, cette situation du Covid, si elle a bien sûr énormément de défauts, elle a au moins un avantage, c'est de rappeler que nous, êtres humains, on est capable d'une très grande adaptabilité et que face à l'adversité ou à la difficulté, que ça soit en simulation ou dans d'autres domaines, eh bien, nous sommes capables de réagir, de proposer des solutions et que dans notre domaine spécifique de la simulation, on voit qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont en cours, beaucoup de réactions qui sont possibles et que donc, du fait, tout ça est plutôt, je dirais, de bon augure. Et donc, on espère vous retrouver bientôt dans le courant de l'année, peut-être dans un, voire deux webinaires sur des thématiques un peu différentes. Et puis, je dirais également,
espérons que le congrès puisse se tenir en juin 2021, parce que s'il peut se tenir, voilà, comme fait Louis tout à fait à l'écran, s'il peut se tenir, ça traduira également d'une façon générale le fait que peut-être la situation terrible que nous vivons aujourd'hui est du passé et que nous pouvons retourner à des modes de vie qui sont plus agréables, plus simples et qui représentent plus peut-être les souhaits de chacun. Je vous remercie de votre attention à tous. Voilà, Antoine nous a mis une petite diapo pour nous dire merci. On remercie encore une fois Victor, l'équipe technique de Strasbourg pour la réalisation, Rémi pour la modération et tous les participants au webinaire qui ont donné des topos tout à fait de qualité, ont réussi à tenir les temps. Et vous voyez, là, il est juste 20h01. On va finir la session dans les temps précis et donc en montrant qu'on est capable d'être des professionnels de l'organisation de ces réunions. Merci à vous tous, à bientôt. Et puis, encore une fois, merci à la présence de chacun, à vos commentaires et à votre participation. À bientôt.